Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur PineScript. Cette vidéo va être un petit cas pratique. Si vous voulez, vous pourrez mettre pause pour essayer de faire l'exercice, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement regarder la vidéo. On a eu une demande de création de stratégie de la part d'un abonné. Cet abonné, c'est Kevin Andreasa, le fondateur de Crypto Club. Je vous invite fortement à vous abonner à sa chaîne et à aller voir son contenu, c'est super intéressant. Il maîtrise pas pleinement PineScript, c'est pour ça qu'il m'a demandé de coder son indicateur. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui a environ 7 ans d'expérience dans l'investissement crypto, c'est pas rien. Il propose des analyses de macroéconomie, des analyses techniques, des plans de trading, c'est vachement complet, c'est vraiment intéressant. Autant ici, vous allez apprendre à coder sur PineScript, il n'y a pas de problème. C'est pas ici que vous allez apprendre à faire du trading, Les analyses techniques, ça va être globalement une range, on achète en haut, on vend en bas. Bon, pour lui, c'est quand même beaucoup plus complet. Je vous laisse aller voir ses vidéos, vous verrez par vous-même, c'est vraiment sympa. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve sur TradingView, je vous présente l'indicateur à coder, et du coup, si vous le souhaitez, vous mettrez pause pour essayer de le faire vous. Allez, c'est parti. Alors voici la stratégie que m'a demandé Kevin. Il voudrait coupler l'indicateur Half Trend. Alors voilà à quoi il ressemble, c'est l'indicateur Half Trend de Evergate. Si on regarde un petit peu à l'intérieur, on voit qu'on a des ATR, qu'on a des petits signaux, et je vais pas vous en dire plus, parce que je me suis pas spécialement renseigné dessus, pour la bonne raison que vous allez voir que même sans connaître un indicateur, on peut s'en sortir pour le transformer en code. À cet indicateur, on voudrait aussi récupérer 3 moyennes mobiles, alors pas les moyennes exponentielles, les moyennes simples. Ensuite, on rajoutera 2 moyennes mobiles, cette fois qui visent une autre time frame, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc c'est intéressant, on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris. Et enfin, les bandes de Bollinger, encore une fois, pour une autre time frame. Globalement, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, sachant qu'il pourra activer et désactiver ce qu'il a envie, que les bandes de Bollinger ne vont pas forcément ressembler à celles-ci parce qu'elles seront sur une autre time frame, mais tout ça, on va le mettre dans le code. Donc, on perd pas plus de temps, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus gros indicateur, Half Trend, et on va récupérer son code. Donc là, on va tout fermer, hop, hop, et on ouvre le code source de Half Trend. On récupère tout ça, on copie, on s'ouvre un nouvel indicateur, et donc on copie le contenu du script Half Trend dedans. Alors comment s'y prendre? On voit déjà que l'indicateur est bien complet, on remonte tout en haut, et donc là on aurait deux façons de procéder. Soit on garde la version 4, comme ça on n'a pas besoin de toucher à ce script, et tout ce qu'on va rajouter derrière, on fait en sorte que ça soit compatible avec la version 4, c'est le plus rapide, c'est un petit peu à l'arrache, mais voilà, c'est le plus rapide et c'est le plus simple à faire. Soit on passe en version 5, et comme ça on a la dernière version, il y a peut-être plus de compatibilité, etc., etc. Bien sûr, si on veut passer en version 5, ça voudra dire qu'on devra traduire tout ce script en version 5 parce qu'il y aura certainement quelques petits trucs différents. Bien sûr, vu qu'on est des gens très propres et qu'on adore le travail de qualité, on va se mettre en version 5. C'est pas du tout parce qu'on est dans une vidéo YouTube et qu'on va pas faire un travail à l'arrache. Allez, c'est parti pour la version 5. Bon, du coup, on se met le numéro 5, et là vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer à chaque fois notre script à la moindre modification. Il va nous péter des erreurs, et on va voir c'est quoi ces erreurs, on les corrige à la main. Bien sûr, on pourrait déjà corriger pas mal d'erreurs, par exemple le mot studi n'existe plus en version 5, c'est indicateur. Toutes les fonctions, il faudrait rajouter les librairies, par exemple ta.atr, etc. Mais là on va partir du principe qu'on ne connaît rien, on ne sait pas du tout tous ces trucs là, donc on va simplement faire des sauvegardes en boucle et corriger les messages d'erreur. Donc ici, on sauvegarde, on met un petit nom, indicateur Crypto Club, et on sauvegarde. Première erreur, comme je vous l'avais dit, il ne connaît plus ce mot studi, il faudrait mettre indicateur. Et on re-sauvegarde une fois. Prochaine erreur, encore une fois, le mot ATR n'existe pas, alors là il nous met sur la bonne ligne. Comme vous le savez, en version 5, il faut spécifier la librairie, ça sera quasiment tout le temps TA. La deuxième librairie que vous aurez souvent, ça sera, dès que vous utilisez une fonction mathématique, une valeur absolue, etc., ça sera mat. Et vous mettez la fonction. Donc là, on sauvegarde encore une fois, c'est simple, à chaque modif, vous sauvegardez et vous traitez le message d'erreur suivant. Cette fois, c'est ISBar, donc à chaque fois on va chercher le mot qui est en erreur, ici c'est celui-ci, on essaye de mettre TA devant point, c'est passé en bleu, c'est le bon. On sauvegarde encore une fois, il nous crie dessus pour le mot ABS, c'est la valeur absolue. Comme je vous l'ai dit, ici si on mettait TA point, ça se transforme pas en bleu, donc c'est pas la bonne librairie, mais comme je vous l'ai dit, la plupart des fonctions mathématiques sont dans la librairie math. Donc on met mat point, et cette fois ça se transforme en bleu. On sauvegarde, et on voit encore une fois qu'il y a les mêmes erreurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'aller un peu plus vite. On va prendre notre TA qu'on va mettre devant les fonctions, on descend un petit peu. Est-ce qu'on en voit? On se prend pas la tête, on essaie juste de voir la plupart des fonctions. Tac, 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 tac. J'en ai très certainement raté, on s'en fout. Donc là, j'en ai pas spécialement vu, c'est pas grave. On remonte, on prend notre math. Ici, on a ABS. Bon, là, il y avait les SM1. Je vais les mettre maintenant, je les avais ratés. Hop.
Ici, on a un max, on avance, on avance, on avance, on a un min. Tac, 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 on a encore un max, on a un min. Et on a déjà fait pas mal, donc cette fois on re-sauvegarde à nouveau, on devrait avoir un petit peu moins d'erreurs à chaque fois. Ah, on a peut-être corrigé toutes les erreurs, putain, ça allait plus vite que prévu. Donc pour voir si ça fonctionne, on ajoute au graphique notre indicateur, et il est censé superposer l'autre. On l'ajoute au graphique, et là, surprise, boum, dégueulasse. Fallait s'y attendre, hein, il y a toujours des petites différences, on va cacher le nôtre. On voit que globalement, tous les points là, qui à mon avis sont construits avec la TR, sont situés au même endroit. Par contre, on a un remplissage de fond où on voit qu'il n'y a aucune opacité. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est juste qu'à mon avis, dans la version 5, on n'appelle pas l'opacité de la même façon que dans la version 4. Ou alors peut-être qu'on ne l'appelle pas du tout. Donc du coup, on va aller regarder ça. Comme je vous l'avais dit, pour remplir quelque chose, c'est la fonction fill. Donc on va aller trouver cette fonction fill. Qui est tac, tac, tac. Ici, on en a deux, ça tombe bien, il y en a certainement une pour le rouge, une pour le bleu. Donc là, on va pas se prendre la tête à essayer de tout configurer, on va simplement aller dessus, on va mettre un color.new, qui est une fonction pour initialiser, on va dire, une couleur. Si vous passez dessus, vous voyez que le premier paramètre, c'est la couleur en soi, et le deuxième paramètre, c'est la transparence, ou l'opacité. Donc nous, on va reprendre la couleur qui était déjà sélectionnée. Hop. Et on va dire que c'est transparent à 90%, ça doit être à peu près la même chose. En dessous, on fait exactement pareil pour la couleur d'achat, on dit que c'est environ 90%, et on sauvegarde. Et là, magie, ben on a exactement la même chose. Bah, c'est pas exactement la même transparence, mais bon, c'est pas très important, le but c'est que ça fonctionne bien. Sachant que de toute façon, ça sera paramétrable. Ici, si on avait encore plus de scripts à intégrer, il aurait fallu prendre une petite habitude, je vous en avais aussi parlé, c'est de renommer toutes les variables. Là, pour l'amplitude, on mettrait par exemple hf underscore pour dire que c'est bien halftrend et que c'est bien une variable qui appartient à ce script. On pourrait renommer ainsi toutes les variables, et donc si on aurait des variables qui se chevauchent dans d'autres scripts, bah, ça ne poserait pas de problème, parce que les noms seraient différents. Ici, on va essayer de faire 100, sinon ça va renommer toutes les variables et on n'a pas énormément de choses à rajouter, donc on va s'éviter ça. Du coup, la deuxième chose à rajouter était la moyenne mobile, donc on va tout en bas, on saute plusieurs lignes, on va séparer ça pour que ça soit un peu plus propre, et on va aller récupérer le code de la moyenne mobile. On sait très bien que c'est ta.sma, mais on va quand même récupérer le code de la fonction, comme ça on aura aussi tous les paramètres, parce que là on n'oublie pas que on va pas simplement mettre une longueur, etc. Il faut prendre les paramètres que la personne souhaite. En l'occurrence, là c'est Kevin. J'ai vu un petit peu avec lui, il y a des paramètres qu'on va faire sauter. Ça va permettre d'alléger le script. Mais en temps normal, on veut quand même récupérer l'ensemble de la fonction. Donc, on va dans notre indicateur, on récupère la moyenne mobile. On vient fermer ici, on sauvegarde un petit coup au cas où. On vient récupérer le code source de la moyenne mobile. On le copie entièrement. On ouvre notre autre script. Et on vient le copier à la fin. Ici, on va simplifier tout ça parce qu'on va le copier ensuite plusieurs fois, vu qu'on a plusieurs moyennes mobiles. On n'a plus besoin de l'indicateur et la version, parce qu'on l'a déjà au tout début. On a une longueur, une source, un offset, la fonction qui permet de créer la moyenne mobile avec les paramètres précédents, et la fonction qui l'affiche. Ensuite, on a une déclaration d'une fonction qui sera utilisée apparemment pour faire des calculs de lignes adoucies. Ça, j'ai vu avec lui, on va le voir ici en ouvrant l'indicateur. Tout ce qui concerne l'adoucissement, il ne l'utilise pas. Donc on va pouvoir le faire sauter, ça va nous alléger notre script. Donc on enlève l'affichage, le calcul, la longueur, le type et la fonction. On supprime tout ça, on sauvegarde et on voit si on a une erreur. Ici on n'en a pas, on voit qu'on a une petite ligne bleue qui s'est ajoutée, c'est la moyenne mobile. Et ça par contre, vu qu'on va avoir plusieurs moyennes mobiles, on va les renommer, comme ça on pourra s'y retrouver. Alors on va pas faire un renommage de qualité, on va simplement rajouter un petit 1 derrière pour dire que c'est notre première EMA. Donc on le fait pour la longueur, pour le choix de la source, pour l'offset et pour la sortie. On n'oublie pas de dire que la sortie va utiliser la source 1 et la longueur 1, sinon ça n'a aucun sens. Et dans l'affichage, on affiche du coup notre variable 1 et l'offset 1. Ici on sauvegarde, ça fonctionne toujours, on n'a pas oublié de variable. Et là vous pourriez vous poser une première question. Comment on va pouvoir paramétrer la couleur, sachant qu'on a écrit en dur color.blue. Alors il faut savoir que depuis les versions récentes de PineScript, quand on crée une fonction plot, c'est-à-dire quand on affiche quelque chose à l'écran, il va aller lui-même rajouter ce qu'on affiche dans la configuration de l'indicateur. Donc là par exemple je vais fermer mon MA, et ici j'ai mon halftrend que je viens d'ajouter. D'ailleurs on va remonter en haut pour le renommer. Ici on va mettre indicateur Crypto Club, on va sauvegarder, et comme ça le nom va changer, ça sera quand même plus facile de s'y retrouver. Ici si je rentre dans la configuration, on voit que j'ai tous mes paramètres d'entrée, donc ça c'était l'indicateur halftrend, et ensuite un peu plus bas on a notre moyenne mobile.
Si je vais dans l'onglet Style, c'est là que je retrouve toutes mes configurations d'affichage. Je n'ai pas besoin de spécifier une couleur, un champ input, etc. Ça va être récupéré automatiquement. Ici, j'ai ma MA. Si jamais je choisis jaune, il va la mettre automatiquement en jaune. Comme ça, j'ai pas besoin de gérer ce champ-là en plus. Donc vous en doutez, si jamais j'ai un champ MA ici et que j'en ai plusieurs, on va éviter que ça s'appelle à chaque fois MA, 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 sinon on va pas s'y retrouver. Donc on va aussi renommer ce petit champ-là. Et ce champ MA, c'est très simple, c'est le titre de la fonction plot. Donc on retourne sur notre indicateur, on descend tout en bas, et en plot, au lieu de mettre MA, on va mettre par exemple MA1. Si je sauvegarde et que je retourne ici, on voit que dans le style, cette fois, ça s'appelle MA. Autre chose qu'on va prévoir aussi, si on retourne dans les paramètres d'entrée, ici on aura à chaque fois longueur, source, décalage. Si on a ça 4, 5 fois la suite, on va très rapidement s'y perdre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des groupes, et ce qui va permettre de grouper ces champs input. On va s'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc on ferme ça, et on revient dans notre fonction. Pour le groupe, préparez-vous, c'est super compliqué, c'est le mot groupe. Incroyable! Donc ici on va mettre par exemple MA1, on va copier ce groupe pour chaque champ input. Pour la suite, pas besoin. On sauvegarde et ça donne ce rendu-là. Quand vous rentrez ici, vous avez un petit MA1 et tout est groupé dessous. Donc maintenant, on a un petit bloc qui gère toute une moyenne mobile. On va le prendre et on va le copier 4 fois parce qu'on voulait 3 moyennes mobiles sur ce graphique-là et 2 sur une autre time frame. Donc en tout, on aura 5 moyennes mobiles. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est renommer chaque variable, sinon il va nous gueuler dessus. Donc ici, on passe à 2. On n'oublie pas le groupe aussi pour bien s'y retrouver. L'offset, le groupe encore une fois. L'avantage aussi d'avoir un groupe, c'est qu'on n'a pas besoin de renommer chaque titre à chaque fois. Vu que tout est regroupé au même endroit, on n'a pas besoin d'avoir des titres différents. On n'oublie pas le titre de la fonction d'affichage et l'offset ici. Et bien sûr, le plus important, la variable utilisée pour l'affichage. Donc là, on a renommé un bloc. Je vous laisse faire la même chose pour le reste et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fini, pour faire une petite vérification, vous ouvrez la configuration de votre indicateur. Vous devriez avoir 5 MA différentes et vous devriez avoir 5 blocs de 3 champs input à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, par exemple si vous avez 6 champs input ici, c'est-à-dire que vous avez mis 2 fois le groupe MA3. Si ici par exemple vous avez MA1, 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 c'est que vous avez oublié de changer le titre de votre fonction d'affichage en faisant le copier-coller, etc., etc. Ici ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre les 2 dernières MA parce qu'elles vont concerner un autre time frame, et il faudra aussi rajouter les bandes de Bollinger. Ici on va séparer un petit peu notre code pour faire ça propre, on va spécifier que c'est une autre time frame. Et du coup, on va mettre en pratique ce qu'on a appris dans la vidéo précédente avec la fonction security. Et donc pour ça, on a besoin de 2 choses. La première chose, c'est la sélection de la time frame avec un champ input. Et la deuxième, ça va être calculer notre affichage, notre moyenne mobile, en se basant sur le time frame. Donc on se positionne ici, juste avant le calcul de la fonction. La première chose, c'est sélectionner la time frame qu'on souhaite. Donc on va appeler ça par exemple time frame 4. C'est toujours un champ input de type time frame. On lui met un petit titre. Une valeur par défaut, par exemple ici on va mettre 5, donc en chaîne de caractères toujours, et je vais lui rajouter aussi le petit groupe, pour que ça soit sous le même sous-titre. On va copier ce time frame, on va le rajouter pour notre 5e MA, on renomme rapidement les différents champs, et on sauvegarde. Ici, une fois qu'on a notre time frame, il va falloir l'utiliser pour calculer notre affichage. Donc on se positionne juste avant la fonction. On utilise notre fonction security qui était dans la librairie request. Si on a un petit trou de mémoire, on passe la souris dessus, il nous faut le symbole, la time frame, l'expression. Le symbole, c'est le siminfo.tickerID, comme ça on récupère le symbole actuel. Ici, ça serait par exemple le BTC USDT sur Binance. On rajoute la time frame qu'on a paramétrée juste au-dessus, et enfin la fonction souhaitée. Et alors en l'occurrence, c'est simplement notre TA qu'on avait juste avant. On copie le tout, on fait la même chose pour notre sortie 5, on renomme nos petites variables, on n'en oublie pas bien sûr, et on sauvegarde. Donc voilà, donc là si on ouvre notre indicateur, on va dans les paramètres d'entrée, on se retrouve avec nos 3 moyennes mobiles classiques, et pour la 4 et la 5, on a un choix de time frame. Si on va par exemple sur la 4, qu'on la met en jaune assez épaisse, on va dans le paramètre d'entrée, ici on était en 5 minutes, si je me mets en 1 heure, notre MA va changer, elle va être un peu plus lisse. Si je la mettais par exemple en 4 heures, c'est encore plus lisse, etc., etc. Et un petit rappel, pourquoi on est en escalier? Tout simplement parce que c'est la moyenne mobile de la time frame 4 heures ici.
Donc ça veut dire qu'on a une valeur toutes les 4 heures. Donc quand on a un changement de valeur ici, le prochain est 4 heures plus tard, à 1h30. Donc c'est pour ça que c'est en forme d'escalier. Donc là, on a déjà vachement bien avancé. Il va nous manquer simplement la bande de Bollinger en se basant sur une autre time frame. On ferme ça et on y va. On sauvegarde toujours par sécurité. On vient ouvrir nos bandes de Bollinger. On récupère le contenu du script. On retourne sur notre indicateur. On va tout en bas. On se met un petit titre pour s'y retrouver. Et on copie tout. Encore une fois, on vire l'indicateur, on vire la numéro de version. Donc là, c'est un des moments où peut-être qu'il y aurait deux variables qui séparaient la même chose. Ici, on a la source, ici, on a la longueur. Ça aurait très bien pu être appelé ailleurs. D'ailleurs, juste sur la MA, ici, on les a renommés. Et si on ne l'avait pas renommé, ça aurait fait 2 fois SRC. Donc on va aussi renommer ça en bande de Bollinger. Pour aller plus vite, on peut faire le petit Alt, la sélection verticale. Boum, on sélectionne tout, bb underscore. Et ensuite, on n'oublie pas d'aller modifier tout à l'intérieur. Ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ici, on utilise la source, la longueur. Encore une fois, source, longueur. Ici, on a le multiplicateur qu'on a renommé plus haut. Le basis, la déviation. Et enfin, on affiche le basis, l'offset. Encore une fois, l'offset, la bande haute, la bande basse. Et on renomme aussi ces deux variables. Et le remplissage. On sauvegarde. Et on est bon. Donc ici on a la bande de Bollinger qui s'est rajoutée à l'écran, et il nous manque une petite dernière chose, c'est la sélection de timeframe pour cette bande de Bollinger. Donc là on pourrait se perdre un petit peu, on pourrait se dire, ah, oui mais à quel endroit je dois utiliser cette fonction security, parce qu'au final on a quand même plusieurs trucs. Donc pour s'y retrouver, on va regarder qu'est-ce qu'on affiche, c'est ça le plus important. Ici par exemple, on va remplir P1 et P2, donc on va regarder comment sont construits P1 et P2. P1 et P2 sont simplement deux lignes qui sont construites à l'aide de upper et lower. Donc en fait, on n'a pas besoin d'agir sur cela, parce qu'en agissant sur les variables d'avant, ça va répercuter le choix timeframe sur celle-ci. Donc on aurait déjà lower et upper à changer. Ici on affiche basis, donc on va aussi devoir changer basis. Ici on a un offset qui est un champ input. Pas besoin de changer un champ input. Ici, notre lower et notre upper est composé de basis et d'une déviation. Ah là, ça commence à être intéressant. Ici, on ajoute deux valeurs, donc c'est pas upper qu'on va modifier, ça va être les valeurs qu'on ajoute. Donc là, déjà, on se rend compte que tout ce qu'on a en bas, on n'a pas besoin de le modifier. En modifiant les variables d'avant, ça va impacter le choix de la timeframe sur ces variables-là. Ici, la déviation, c'est un multiplicateur, qui est encore une fois un champ input, donc on va pas y toucher. Par contre, là, on a une fonction de calcul, donc celle-ci, il va falloir la lancer sur la bonne timeframe. Et pour la base, encore une fois, on a une fonction. Donc en gros, on a juste à modifier ces deux appels de fonction pour pouvoir impacter tout l'affichage de nos bandes de Bollinger. Donc ici, on va pas se prendre la tête, on va reprendre un choix timeframe qu'on va mettre par exemple tout en haut. On va le renommer aussi avec bb underscore pour avoir la même nomenclature. On enlève le petit 5 derrière. Là, on peut laisser timeframe. Ah oui, on va mettre notre petit groupe bb, ça sera aussi plus facile. On va le mettre sur chaque champ input, ici, celui-ci aussi, celui-ci. Hop, l'offset, on l'oublie pas, il était un peu plus bas. Ensuite ici, on va aller récupérer notre champ security. Et on avait donc notre champ basis. On le copie ici, on met quelques espaces. Pareil pour la calcul de déviation, quelques espaces. On récupère la fonction, on remplace ce qu'on avait avant. Et voilà. Et logiquement, c'est déjà fini. Donc on va sauvegarder pour vérifier tout ça. Normalement, nos bandes de Bollinger devraient bouger un petit peu. Voilà, elles se sont bougées à l'intérieur. Alors on a encore celles de derrière, donc on va les supprimer. On va aussi aller supprimer l'indicateur half trend qu'on avait avant. Et voilà à quoi ressemble le graphique. On va l'agrandir un petit peu, on va essayer d'aller vérifier tout ça. Donc clairement, pour quelqu'un comme moi, je sais pas trop comment me repérer là-dedans. Je pense que du coup, Kevin qui me l'a demandé, il va réussir largement à lire ce graphique-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le rendre un peu plus visible pour voir ce que ça donne. On va pas toucher à tout ce qui est half trend. Ici, on va mettre par exemple une SMA à 10, une à 50, une à 100. Et on va mettre par exemple la SMA 50 et 50, et ça sera sur deux timeframes différentes. Celle-ci, ça sera par exemple sur 1 heure, celle-ci sera sur 4 heures. Ah! On n'aurait pas fait un petit copier dégueulasse? Vous avez vu, quand j'ai modifié la timeframe de notre moyenne mobile 5, par exemple là je mets 15 minutes, on voit qu'on a toutes les bandes de Bollinger qui bougent. Donc ça c'est simple, hein, c'est qu'en faisant le copier-coller, on n'a pas utilisé la bonne timeframe. Donc on va aller fermer ça tout de suite. On va aller regarder notre petit script, et c'était ici, effectivement on appelle la timeframe 5, celle de la moyenne mobile 5. Nous ce qu'on veut, c'est la timeframe des bandes de Bollinger. On sauvegarde, et cette fois ça devrait aller beaucoup mieux. On retourne dessus, on va refaire nos petites modifs. Donc on était là, ici c'était 54 heures, et ici pour les bandes de Bollinger, on va se mettre par exemple en 1 heure. Le reste, je ne vais pas y toucher, je pense que c'est les configs par défaut. Par contre, dans le style, on va essayer de rendre ça un peu plus lisible. Les moyennes mobiles, on va en mettre une bleue, la deuxième bleu clair, celle-ci un peu plus verte.
Celle des autres time frames, on va en mettre par exemple une en jaune et un peu plus épaisse. La cinquième en rouge, un peu plus épaisse. Et enfin nos bandes de Bollinger, on va les mettre par exemple en gris clair, avec un arrière-plan plutôt blanc. Et on ferme. Et là du coup on se retrouve avec les différents indicateurs. On a le half trend au milieu, on a les différentes moyennes mobiles qui passent, avec notamment les deux moyennes mobiles qui se basent sur une no time frame qu'on a mis en jaune et en rouge, et on a les fameuses bandes de Bollinger. Donc voilà comment on a pu intégrer dans un seul indicateur beaucoup d'indicateurs différents. Ça a énormément d'avantages. Déjà on va pouvoir citer des avantages pratiques, tout simplement parce que lorsqu'on est sur TradingView et que vous avez un plan gratuit, que vous n'avez pas investi d'argent dedans, vous êtes limité à 3 indicateurs simultanés. Là, on peut voir qu'en fait, on a blindé plein d'indicateurs sur notre interface, mais ça compte quand même pour un indicateur, donc c'est plutôt pratique. Et enfin, le gros point positif, forcément, pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans l'analyse technique, c'est qu'il va pouvoir aller afficher toutes les valeurs, y compris d'une no time frame, sur un seul écran. Et il a tout devant lui, il a toutes les infos qu'il a besoin pour pouvoir faire ses investissements. Du coup, on est arrivé au bout de cet exercice. Ceux qui ont réussi à le faire tout seul en ayant mis en pause la vidéo, bravo, félicitations, et même si vous avez raté, c'est bien d'avoir essayé, je trouve ça super. Ceux qui ont préféré regarder la vidéo, je vous dis pas forcément bravo, parce que vous n'avez pas fait quelque chose d'exceptionnel, mais par contre, je vous dis merci. Merci beaucoup d'être encore présent à regarder cette vidéo, parce que ça m'aide personnellement. Et d'ailleurs, j'en profite, d'habitude je le demande pas du tout, parce que personnellement, je trouve ça des fois un peu chiant d'avoir toujours des demandes à chaque fois dans les vidéos. Mais si jamais vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. La cloche, on s'en bat les steaks, j'ai pas envie que vous tapez des notifs toutes les semaines, mais juste le fait de vous abonner et de mettre un petit j'aime, ça vous prend à peine une seconde, et après, vous pouvez voir le contenu, ou alors vous oubliez la chaîne parce que ça vous intéresse pas plus que ça, et c'est pas grave. Et moi, par contre, en contrepartie, ça m'aide beaucoup au niveau du référencement à pouvoir être mis en avant. Donc voilà, si jamais vous voulez me filer un petit coup de main, hop, on s'abonne un petit coup, et sinon, il n'y a aucun problème. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, merci de regarder ces vidéos, c'est ce qui me donne envie de continuer. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Way back a year ago